Bon, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Moi, je suis ravie de passer la prochaine demi-heure avec vous. Alors, je m'appelle Caroline Costa-Savelli et je suis la directrice du pôle insertion inclusion du groupe IGS. J'y reviendrai un peu. La première chose que je veux vous dire, c'est que moi, j'arrive ici en toute humilité. J'ai pas de leçons à vous donner, j'ai aucun conseil à vous donner. Ce que je viens faire avec vous, c'est qu'on se pose peut-être quelques questions, qu'on mène quelques réflexions. Qu'on ouvre peut-être des horizons et peut-être qu'on va casser quelques codes. On verra bien. Alors voilà, quel titre moi je suis là pour vous parler aujourd'hui. J'ai plusieurs casquettes. Alors la première chose, j'ai été directrice pendant 18 ans d'un CFA. Je pense que vous savez ce que c'est un CFA, un centre de formation en apprentissage. Un CFA qui s'appelait le CFA CODIS, fait partie du groupe IGS. Et c'est une école qui formait des jeunes sur les métiers du commerce de bac à bac plus 5. Donc on commençait sur des classes de seconde pour préparer des bacs pro, seconde, première, terminale, jusqu'à des master 2. Donc j'ai dirigé ce CFA pendant 18 ans. J'ai rencontré beaucoup de gens, on a mené pas mal d'expériences. Donc c'est à ce titre-là, première casquette, que je viens vous partager des témoignages. La deuxième casquette avec laquelle je viens, c'est que depuis janvier 2023, donc c'est assez récent, j'ai pris la direction du pôle insertion inclusion du groupe. Et là, c'est un petit peu une autre fonction, c'est aussi un organisme de formation. Et j'ai aussi des témoignages à vous apporter par rapport à cette mission. Ma troisième casquette, c'est que j'ai eu la chance de faire toute ma scolarité dans un lycée international, de l'âge du CP jusqu'à la terminale. Et donc, j'ai vécu un double système d'éducation. Donc, j'avais la moitié de mes cours en français avec des profs français et puis l'autre moitié des cours en anglais avec des profs anglais. Donc, j'ai pu expérimenter les doubles systèmes éducatifs et notamment le système éducatif anglo-saxon qui, comme vous le savez, est un petit peu différent de ce qui se passe ici en France. Et puis, ma quatrième casquette, c'est aussi important, c'est que je suis maman. J'ai 2 enfants. J'ai une fille qui a aujourd'hui 19 ans qui est dyslexique. Je ne sais pas si ça vous parle un peu, la dyslexie. C'est partie de ce qu'on appelle les troubles de l'apprentissage. Il y a pas mal de gens qui connaissent ça. Donc, c'est lié aux des troubles de lecture. C'est souvent lié à la lecture et à l'écriture. Donc, c'est parfois des parcours scolaires particuliers. Et puis j'ai un fils qui a aujourd'hui bientôt 16 ans et qui est dyspraxique, donc c'est aussi un trouble de l'apprentissage, un petit peu différent, c'est plutôt lié à la motricité, à la coordination pour faire simple, et c'est plutôt lié à un système d'écriture. Donc j'ai aussi expérimenté ce que c'est en tant que maman d'accompagner des jeunes gens qui sont parfois un petit peu bousculés dans le système scolaire. Donc c'est là-dessus que je voulais vous faire quelques témoignages et peut-être ensemble essayer de réfléchir. Première chose que je veux vous dire, c'est que un des constats que j'ai fait pendant mes 18 ans en tant que directrice du CFA CODIS, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à aller rencontrer, comme aujourd'hui, des jeunes et à les écouter. Voilà. Et c'est impressionnant tout ce qu'ils ont à raconter quand on prend le temps de se poser et d'écouter ce qu'ils disent. Et alors, encore une fois, ici, moi, je viens juste parler j'ai peut-être oublié de le dire tout à l'heure, mais je vais parler de mes convictions, voilà, c'est uniquement mon point de vue et ça m'appartient. Vous voyez, je parle vraiment en mon nom aujourd'hui et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'on puisse après peut-être ouvrir le débat. Donc, ce que j'ai beaucoup vu, et sans faire aucune généralisation, mais j'ai entendu, en écoutant ces jeunes qui arrivaient au CFA, j'ai entendu de la souffrance, j'ai entendu de la colère par rapport à un système éducatif, j'ai entendu parfois de l'humiliation. Et en tout cas, j'ai vu pas mal de jeunes gens qui avaient un peu baissé les bras sur certaines choses. Et puis, j'ai souvent entendu cette phrase. Alors, je l'ai entendue au CFA avec les apprentis, je l'ai entendue chez moi avec mes enfants, des phrases «je suis nul», «j'y arriverai jamais, je suis nul». Voilà. Donc, par rapport à ça, je voulais juste apporter un petit éclairage. Voilà, vous savez tous qu'on a tous un faisceau d'intelligence. Et on est tous uniques dans notre forme d'intelligence. Donc il y a bien sûr des intelligences qu'on connaît bien et qui sont très développées dans le système éducatif, notamment en France. C'est la capacité à mémoriser, la capacité à résoudre peut-être des choses au niveau mathématique, etc. Mais il y a aussi plein d'autres formes d'intelligence qui sont, à mon avis, dans la vie perso et dans la vie pro, très, très importante. Donc, il y a par exemple cette capacité à vivre quelque chose et à prendre la bonne décision. C'est ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle. Il y a la capacité à se connaître et à arriver à gérer ses émotions. Ça, c'est une intelligence super importante. C'est l'intelligence intrapersonnelle. Il y a la capacité à interagir avec les autres, à embarquer les gens, à donner envie. Ça, c'est aussi super important. C'est une forme d'intelligence très précieuse. Il y a la capacité, il y a des gens, vous voyez, qui vont voir une activité sportive et qui vont tout de suite comprendre comment il faut positionner, comment il faut faire, et qui vont être très bons en sport. Voilà. Et donc,
c'est toutes ces formes d'intelligence qui sont importantes, mais effectivement, dans le système scolaire, dans le système éducatif, notamment en France, on va être évalué sur un nombre très restreint d'intelligences. Et donc, si vos forces à vous, elles sont un peu ailleurs, eh ben, effectivement, ça donne du décrochage, parce que c'est une réalité en France, et ça donne ce sentiment d'être nul qui, parfois, peut vous accompagner tout au long de votre vie d'adulte. Alors que ces autres formes d'intelligence, elles sont hyper importantes, et notamment dans la vie professionnelle. Donc moi, j'avais vraiment envie de vous faire ce retour, ce témoignage, parce que je rencontre beaucoup d'entreprises dans le cadre de mon métier depuis très longtemps. Et moi, je rencontre des entreprises qui me disent, mais moi, je m'en moque du diplôme, hein, de ce qui, s'ils ont été premiers de la classe, quelles notes ils ont eues, etc. Ça vous accompagne longtemps, mais les entreprises, c'est pas le sujet. Elles, ce qu'elles me disent, c'est qu'elles ont envie, encore une fois, ça dépend peut-être des secteurs d'activité et des métiers, il faut nuancer, etc. Mais moi, ce que j'entends beaucoup, c'est des entreprises qui me disent, moi, je veux recruter des jeunes gens qui sont bien dans leur basket, qui ont la créativité, qui ont des capacités à interagir avec les autres, voilà, toutes ces intelligences-là qui sont peut-être pas beaucoup développées dans le système éducatif classique. Donc ça, c'est important de se le dire. Oui, ce que je voulais aussi dire par rapport à ce système éducatif, c'est que quand on fait un constat, à l'école, qu'est-ce qu'on vit? On vit le fait qu'on va être assis. Vous voyez, j'ai enlevé les chaises, parce que moi, j'avais pas envie d'être assis, ce que je vous impose là, mais on est assis toute une journée, pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures, sur une chaise. On écoute quelqu'un qui parle, qui vous raconte quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens pour vous, c'est-à-dire qui ne résonne pas dans ce que vous vivez aujourd'hui, dans vos réalités au quotidien. Et en plus, c'est une personne avec qui vous n'avez pas beaucoup de liens. C'est-à-dire que le prof, vous ne savez pas pourquoi il est là, vous ne savez pas pourquoi il a choisi ce métier, vous ne savez pas ce qui l'intéresse, vous ne savez pas ce qui le rend heureux. On crée en général, alors il y a toujours ce prof magnifique avec qui vous avez créé un lien dans votre scolarité, mais il y en a assez peu. Il y a plein de gens fantastiques dans le système scolaire, bien sûr, mais en général, c'est ça la réalité qu'on vit pendant très longtemps, c'est d'être assis sur une chaise à écouter quelqu'un qui parle, ça fait pas sens et on n'a pas le lien, voyez. Et ça peut être effectivement vécu comme quelque chose de compliqué. Donc ce que j'ai envie de vous faire comme retour, c'est que voilà, c'est peut-être que c'est au système de changer. Et c'est en train, je le souhaite, mais cette réalité, elle peut effectivement amener de la souffrance, de la colère, etc. Je voulais juste vous partager un exercice que j'ai fait il y a quelques années au sein de mon CFA. Je suis allée sur toutes les classes, donc ça m'a pris pas mal de temps. Je suis allée passer 2 heures avec tous les élèves, de la seconde jusqu'au bac+5, et je leur ai dit, on va passer 2 heures ensemble, on va faire un exercice. Vous allez tous, chacun votre tour, passer devant le groupe et répondre à 2 questions, raconter un souvenir d'école, bon ou mauvais, raconter un souvenir d'école, et quelle sera l'école de vos rêves. C'était un moment assez incroyable que j'ai vécu, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les souvenirs d'école, et parfois des choses compliquées à entendre. Donc il y a eu parfois des rires, mais il y a aussi pas mal de pleurs. Et puis, il y a eu des choses absolument incroyables qui ont été dites sur l'école de mes rêves. Alors je vais juste vous faire une petite synthèse. Alors peut-être qu'on va passer au slide suivant. J'ai oublié de dérouler le diapo. Donc sur le slide suivant, je vous ai juste mis effectivement une photo des intelligences multiples. Si c'est un sujet que vous avez envie de creuser, n'hésitez pas. Il y a plein d'ouvrages là-dessus. Le plus connu, c'est Howard Gardner, qui a effectivement commencé à réfléchir il y a pas mal d'années sur ces phénomènes d'intelligence multiple. Il y a aujourd'hui en France des spécialistes aussi de cette thématique. Je pense à Bruno Hautz, qui est un grand spécialiste de la pédagogie, qui a écrit beaucoup d'ouvrages là-dessus et sur d'autres thèmes, avec lequel j'ai eu la chance d'être formée. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à creuser. On va passer à la slide suivante. Alors, on ne voit pas très bien, c'est pas grave, je vais vous le commenter, parce que après ces ateliers avec toutes ces classes, on a fait un panneau pour récapituler tout ce que les jeunes gens avaient dit sur ça serait quoi l'école de mes rêves. Donc je vous le dis en quelques mots. Peut-être ça va résonner pour vous. Ce qui a été dit, c'est l'école de mes rêves, c'est un endroit où on se sent bien, un endroit où on se sent respecté, pas jugé, où chacun s'entraide, un endroit où on peut apprendre en s'amusant, où chacun apprend à son rythme, où chacun se sent responsable, où on peut découvrir d'autres cultures à travers des voyages, par exemple. Un endroit qui permet et encourage la diversité. Un endroit qui permet de s'épanouir. Un endroit où on pourrait faire du sport chaque jour. Un endroit où on pourrait faire des activités artistiques, des sorties culturelles. Un endroit qui permette l'autonomie, où chacun pourrait s'exprimer librement, où chacun pourrait être ce qu'il est et ne soit pas mis en compétition avec les autres. On n'aurait plus de notes. Un endroit où on se sentirait écouté et soutenu, un endroit où on pourrait apprendre la vie. Alors, je ne sais pas si ça résonne pour vous, si on a le temps après, on pourra peut-être faire un petit exercice avec vous sur quelle serait l'école de
vos rêves. Moi, l'école de mes rêves, et par rapport à toute l'expérience que j'ai, comme je vous ai dit, j'ai dirigé pendant 18 ans un CFA. Avant ça, j'ai enseigné. Et je me suis, comme tout le monde, au début, je suis arrivée, je travaillais le contenu, je passais mes nuits à faire des PowerPoint, des choses magnifiques. Mais j'avais oublié que ce qui est important, c'est pas ce qu'on transmet, c'est la façon de le transmettre. Et pour transmettre, il faut créer du lien, il faut créer de la confiance. Donc pour moi, l'école de mes rêves, ça serait effectivement un endroit où on travaille la confiance en soi. Parce que si on n'est pas dans un environnement sécurisant, si on n'a pas développé cette confiance en soi, la confiance qu'on est tous uniques et qu'on est tous merveilleux et qu'on a tous un potentiel incroyable, on ne peut pas apprendre. Et on peut vous mettre dans les salles de classe et vous taper dessus, ça ne rentrera pas. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste, mais il y a plein de scientifiques qui travaillent là-dessus, sur les neurosciences, et qui aujourd'hui prouvent qu'effectivement, quand on est bien dans ses baskets, il y a des choses qui s'ouvrent dans le cerveau et on peut apprendre n'importe quoi. Et on a une capacité d'apprentissage qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. L'école de mes rêves, ça serait effectivement un endroit où on pourrait apprendre à se connaître. Ça, c'est vraiment important. Toute notre vie, on va interagir en tant que parent, peut-être, en tant que conjoint, en tant que professionnel. Peut-être vous êtes des futurs managers. Et donc, vous avez une responsabilité parce que vous pouvez faire la différence et vous pouvez avoir un impact sur le monde qui nous environne. Je ne sais pas si vous rêvez. Moi, je rêve beaucoup, même encore à mon âge. Je rêve d'un monde meilleur. Et je me dis, je ne peux pas changer le monde, mais je peux faire ma petite goutte dans l'océan. Moi, à mon niveau, je peux impacter. Et à votre niveau, aujourd'hui, demain, vous pouvez avoir un impact et faire en sorte de créer le monde que vous avez envie de voir. Donc si vous êtes des futurs managers ou même en tant que collaborateur, dans votre façon d'interagir avec les autres, parce que vous savez, vous avez appris à vous connaître, vous avez appris vos points forts, vous avez appris vos fêlures, vos faiblesses et vous savez les gérer, eh ben vous serez en capacité à interagir dans un contexte de bienveillance avec les gens. Et c'est ça l'impact que vous pourrez avoir en tant que manager ou en tant que parent ou en tant qu'ami sur le monde. Donc un endroit où... ce que je veux vous dire, c'est que ça, c'est pas inné, ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. Il y a des techniques. Un endroit où on pourrait apprendre à gérer ses émotions, à développer son intelligence émotionnelle. Vous avez peut-être entendu parler de ça. On pourrait apprendre à développer ses qualités de cœur. Parce qu'au final, c'est ça qui fera la différence. Parce que vous êtes là, effectivement, vous posez des questions sur votre avenir, je l'entends bien, sur quelles études je vais faire, etc. Mais au final, la question, c'est, peut-être qu'on a tous envie de se poser, c'est comment on apprend à être heureux. Un endroit où on pourrait développer le sens de l'effort, ça me paraît important. Voilà, on ne peut pas avoir de bienveillance, il n'y a pas de l'exigence. Donc, ça s'apprend aussi, le sens de l'effort. Mais pour apprendre ça correctement, il faut être dans un environnement sécurisant. Il faut se sentir en sécurité, il faut avoir le droit de se tromper, il faut être dans un endroit où on ne se sent pas jugé et où on apprend en mettant un genou à terre et en se relevant. Et on apprend en sortant de sa zone de confort. Parfois, il faut des gens qui vous bousculent un peu. C'est très important, ça, apprendre à sortir de sa zone de confort. Un endroit où on pourrait, donc je l'ai dit, interagir avec les autres, apprendre à s'exprimer, parce que ça aussi c'est super important, d'arriver à dire ce qui ne va pas. Bon, ça en général en France on sait très bien faire, mais aussi apprendre à dire ce qui va. Voilà. Et il y a des techniques, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la communication non violente, la psychologie positive, il y a plein d'approches qui permettent d'apprendre à mieux interagir avec soi et avec les autres. Et puis, pour moi, l'école de mes rêves, ça serait un endroit où on pourrait développer sa conscience. Vous voyez, on parle de planète, etc. Donc, un endroit où on puisse réfléchir tous ensemble, avoir des réflexions sur le monde qui nous environne et sur notre impact sur le monde. L'école de mes rêves, c'est aussi un endroit où on pourrait travailler toutes les dimensions de son être. On a une tête, et à l'école, on travaille beaucoup ça, mais on est aussi un corps. Donc, travailler le sport, vous avez entendu ce que les jeunes disaient du sport chaque jour, travailler ses qualités humaines, c'est des choses vraiment essentielles. Alors, peut-être que tout à l'heure, je reviendrai sur un projet qu'on a mené au sein du CFA Codis que j'ai piloté je regarde le temps, pendant un certain nombre d'années. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on visionne une vidéo. Alors, la vidéo, elle est sur une école, je ne vous en dis pas plus. Elle est en anglais. Je suis désolée, elle est sous-titrée en anglais. J'ai pas la version anglaise, mais la version française. Voilà, je vous laisse vous imprégner de cette ambiance. Et puis, de toute façon, après, on va la décrypter ensemble. Je vous laisse découvrir cette école. What if there was a school with no classrooms? No tests. No homework. No principal. What if I got to hire my own teachers? Inside how much they got paid. What if we got to make the rules? And then pulled them. I make a motion to add a lot. What if I could be outside all day?
What if it was truly okay to fail? And fail. And fail. And... What if I was trusted to know success for myself? 自分のクラスを作れたとしたら What if I could arrive at school at 8:30? or 9 a.m. Or 11 a.m. What if I could practice all day? all day. All day. All day. All day. All day. What if the only person evaluating me was me? What if I could be myself Accepted and respected. with no questions asked? At the Hudson Valley Sudbury School, these are realities. For more information, visit sudburyschool.com. Alors, c'est une école qui est effectivement aux États-Unis, qui s'appelle la Sudbury School Valley, qui a été créée en 1968. Et le principe, parce qu'il en existe plein partout dans le monde, des écoles comme ça, y compris en France, le principe c'est, alors je dis pas que toutes les écoles devraient être comme ça, hein, mais je dis juste que c'est une réalité, ça existe et c'est intéressant de le savoir. Cette école, elle est basée sur le principe que, en fait, l'enfant, il est naturellement curieux et apprenant. Tout le monde, on a tous envie d'apprendre. C'est naturel. Et on a tous une capacité à apprendre en collectif. Voilà. Sauf que nous, quand on rentre en France, on nous dit il faut individuel, c'est les notes, il faut que tout le monde apprenne les mêmes choses au même moment, au même rythme. Voilà. Et on vous met dans des classes avec des gens qui ont tous le même âge, donc tout le monde doit apprendre de la même manière. Peut-être qu'il y a une autre façon d'apprendre. Donc, dans ces écoles, c'est un extrême, hein, j'entends bien, mais dans ces écoles, eh ben, on confie la responsabilité à l'enfant de sa propre éducation. C'est-à-dire que l'enfant, il apprend ce qu'il veut quand il veut. Il n'y a pas de cours, il y a des profs, mais les profs sont des accompagnants, mais pas du tout des juges ou des gens qui viennent vous faire des cours descendants. Et les jeunes vont faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est un principe aussi démocratique, c'est-à-dire que l'ensemble des règles de l'école sont définies par l'ensemble des membres, les membres adultes, mais les membres aussi enfants, qui ont tous leur voix au chapitre et qui participent à la vie de l'école. Et puis, chacun fait ce qu'il veut. Donc, il y a des salles d'art, il y a des salles d'informatique, il y a des salles de musique, il y a plein de choses. Et chacun apprend ce qu'il veut, quand il veut, et qu'on laisse la personne trouver ses propres centres d'intérêt. Et ce qui est incroyable, c'est que ça fonctionne, parce qu'on a, je vous ai dit, l'école a été créée en 68, il y en a plein dans le monde qui existent comme ça. Aujourd'hui, on suit les gens qui ont été dans ces écoles et qui sont sortis de ces écoles. C'est des gens qui, au final, apprennent, mais d'une autre manière. Et la plupart vont dans les grandes universités américaines, font des études, ont des super jobs. Alors, leurs jobs sont souvent liés à leur centre d'intérêt, à leur motivation, à leur passion, mais c'est des gens qui ne sont pas du tout sortis du système. Même si la façon effectivement d'apprendre paraît complètement folle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si on n'est pas assis sur une chaise à écouter un prof qui vous parle pendant 8 heures, comment on va apprendre? Moi, pour la petite histoire, je vous avais dit que je venais avec plusieurs casquettes. Il y a une école qui existe exactement de ce type-là en France, qui est l'École démocratique de Paris. On peut le voir sur les slides suivants. Il y a le logo. Qui est dans le 19e. Et j'ai mis mon fils dans cette école. Il est resté 5 ans dans cette école, donc de l'âge de 9 ans à 14 ans. Donc vous imaginez que quand j'ai fait ça, tout le monde m'a dit « Mais tu es folle, cet enfant est intelligent, comment il va apprendre si dans une école, il n'y a plus de profs, plus de cours ?» Parce que c'est vraiment ça la réalité. Et en fait, après 5 ans d'expérience, je vois que mon fils, il sait plein de choses. Il sait beaucoup plus même de choses que moi. Il a une culture générale incroyable. Alors, il a appris autrement. Il allait se balader à la Villette, il allait faire des expos. Il parle l'anglais alors qu'il n'a jamais suivi un seul cours d'anglais de sa vie. Alors quand on pense à toutes les heures qu'on a passées les fesses assises sur une chaise à répéter Brian is in the kitchen et qu'on n'arrive pas à aligner 3 mots, alors je généralise un peu, mais c'est un peu une réalité en France. Et là, cet enfant, il a été 4 ans dans une école où il a jamais suivi un cours d'anglais. Et aujourd'hui, il est capable de complètement comprendre une conversation en anglais. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a plein de façons d'apprendre. Donc moi, le message que j'ai envie de vous délivrer aujourd'hui, c'est
Écoutez-vous. Vous allez effectivement rencontrer des gens qui vont vous donner des conseils, qui vont vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, il y a telle école, etc. C'est important d'aller écouter tout ce qui se dit. Mais ce qui est important, c'est de vous écouter vous. Voilà. Il n'y a que vous qui sait ce qui est bien pour vous. Moi, c'est ça le message que j'ai envie de vous délivrer. Il n'y a que vous qui sait ce qui est bien pour vous et personne d'autre. Et ce qui est bien pour toi n'est pas forcément bien la même chose pour toi. On a tout notre chemin. Et ce qui est important, c'est que chacun puisse entrer en connexion avec ça et découvrir quel est son propre chemin. Il y a plein de réalités possibles. Alors, oui, j'avais prévu de vous parler de ça, mais je ne sais pas si j'ai le temps. Peut-être quelques mots sur un projet on a développé au sein du CFA que j'ai dirigé, qu'on a appelé le projet BAC. On avait des jeunes qui étaient sur les classes de seconde, première, terminale, qui préparaient un Bac Pro, où il y avait effectivement beaucoup de retard, beaucoup d'absentéisme et beaucoup de problématiques de comportement. Ce que je comprends, moi, vous me demandez de rester assis sur une chaise 6 heures par jour à écouter quelqu'un qui me raconte quelque chose qui n'a pas de sens pour moi, je vais vite devenir agressive. Donc on s'est dit, il faut qu'on change tout. Donc il y a quelques années, on a lancé ce fameux projet BAC. On a dit, il n'y aura plus un seul cours descendant. Bien sûr, vous allez préparer un bac, vous allez le passer et vous allez l'avoir, mais on ne vous fait plus un seul cours descendant et on va travailler 100% en mode projet. Alors vous imaginez quand on a lancé le projet, tout le monde disait mais tu t'es folle, tu te rends compte, ils ont un bac à passer. On y est allé. Et aujourd'hui, on a plus de 5 ans de recul sur ce projet. Donc le principe, c'est qu'il y a une ville. Et dans la ville, alors je crois qu'on voit un peu, les slides sont pas terribles, mais il y a une ville, et dans la ville, il y a une école, un centre commercial, un aéroport, il y a plein de choses. Et dans la ville, il se passe plein de choses. Et donc quand les élèves arrivent le lundi matin, on leur dit, voilà, là, il y a eu un problème dans la ville, vous allez vous mettre en petit groupe et voilà, résoudre ce problème. Donc, je donne juste un petit exemple. Dans le programme de Bac Pro, il y a un module qui s'appelle Prévention, santé, environnement. Où ils doivent apprendre des choses sur la nutrition. Donc d'habitude, il y a un prof qui vient et qui leur dit la nutrition, c'est ci, ça, il y a les protéines, les vitamines, bref. Et là, on leur dit, écoutez, dans l'école de la ville, les parents d'élèves sont venus se plaindre en disant que les menus de la cantine n'étaient pas assez équilibrés. Il faut trouver des solutions. Donc les jeunes vont aller chercher sur Internet, c'est quoi un menu équilibré, c'est quoi une protéine, c'est quoi je ne sais pas quoi. Ils vont faire la recherche ensemble avec le formateur qui est là pour les aider à trouver les bonnes informations. Et puis après, on va aller jusqu'à la scénette, la restitution. Donc non seulement on va chercher soi-même l'information, ce qui est beaucoup plus intéressant que d'écouter quelqu'un qui vous raconte et que vous ennuyez, de toute façon, au bout de 10 minutes, vous pensez à autre chose. Et puis après, vous allez ancrer l'information en la restituant. Donc là, après, on fait une scénette où il y a un élève qui joue, plusieurs élèves qui jouent les parents d'élèves pas contents, il y en a un qui joue le directeur de l'école, et puis il y en a un certain nombre qui jouent les consultants qui viennent expliquer, qui viennent leur faire part de leurs propositions de menus plus équilibrés. Voilà, c'est juste une façon d'apprendre qui est différente, ça revient au même, et en même temps, ça change tout. Parce qu'au bout de quelques mois, on n'avait plus de retard, on n'avait plus d'absentéisme, on n'avait plus de problème de comportement. On a 2 personnes qui sont parties du projet, qui ont quitté notre CFA, des gens qui étaient anxieux, qui avaient besoin d'une approche plus académique et qui avaient peur qu'ils ne soient pas assez bien préparés au bac. Donc ils sont partis parce qu'effectivement, ce qui est important, à mon sens, c'est pas qu'il y ait une bonne solution. Il n'y a pas une bonne solution, il n'y a pas une bonne école, il n'y a pas une bonne manière d'apprendre. En fait, ce qui est important, c'est qu'on vous propose une diversité de choses et que vous trouvez ce qui est la méthode et l'endroit qui est bien pour vous. L'endroit où vous allez vous sentir bien, vous allez bien apprendre. Et donc, le constat de ce projet, c'est qu'on a eu beaucoup plus d'engagement de la part des jeunes et qu'au bout de 3 ans, on a eu des taux de réussite aux examens au bac qui étaient excellents, voilà, avec aucune rupture et très, très peu de désengagement. Donc ça, c'était juste un petit exemple pour illustrer qu'il y a plein de façons de faire autrement et qu'on n'est pas obligé de se résigner à vivre à quelque chose si vous sentez que ce n'est pas la bonne chose pour vous. On va enchaîner... que je suis un peu partie. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, ça c'est important, c'est quand j'ai présenté ce projet aux entreprises partenaires, dans un CFA, on travaille avec plein d'entreprises, bien sûr, les entreprises partenaires, autant ils pouvaient avoir un peu de résistance de la part du système institutionnel, bien sûr, au démarrage, mais les entreprises partenaires ont tout de suite compris l'intérêt du projet et tout de suite nous ont dit, mais c'est extraordinaire, nous on vous épaule et on vous accompagne pleinement sur ce projet. J'ai l'exemple de la DRH, la directrice des ressources humaines de Banque Postale Financement à l'époque, à qui j'ai présenté ce projet et qui m'a dit, moi, des jeunes gens qui sont formés comme ça, je les embauche tout de suite, les yeux fermés, sans même les rencontrer. Parce que je sais qu'ils ont développé des compétences qui sont essentielles pour l'entreprise. C'est-à-dire, c'est des jeunes gens qui ont appris à travailler en groupe, qui ont appris à avoir de la créativité, parce que pour travailler sur un projet comme ça, il faut de la créativité, qui ont travaillé la prise de parole en public, parce qu'à chaque fois, on fait des formes de restitution sous forme de scénette, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le prof, le directeur de l'école et les consultants. Et donc, les entreprises, c'est ça qu'elles recherchent. Voilà. Donc, c'est important de faire le lien avec ça.
Donc je vous ai mis une petite phrase, c'était un petit peu provoquant, mais j'aime beaucoup. C'est tiré d'un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle, peut-être que vous l'avez rencontré, qui s'appelle L'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Si vous avez l'occasion de regarder ce livre, il est magnifique. Et j'aime bien cette idée de, je me demande s'il y a des écoles pour désapprendre. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans le cadre de mes nouvelles fonctions, maintenant je travaille sur IGS Insertion Inclusion, donc un organisme de formation qui accompagne les gens dans leur insertion professionnelle. Donc ça peut être soit des demandeurs d'emploi, soit des jeunes qui ont envie de reprendre leurs études, soit ça peut être des gens qui veulent changer de secteur. Mes témoignages par rapport à ça, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est normal qu'à 18-20 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Voilà, c'est normal, pas d'inquiétude. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, alors à part sur certains métiers, encore une fois, je ne veux pas tout généraliser, mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile de changer de métier, de changer de secteur. De toute façon, les métiers de demain, on ne les connaît pas encore. Donc, ce qui est important, c'est de faire votre chemin pour développer des compétences, ces fameuses compétences transverses. Tout ce dont je vous ai parlé, c'est ces qualités de cœur, c'est être bien dans ses baskets, la créativité. Ça, c'est des choses essentielles qui vous serviront toujours et que c'est ça qu'on va demander en entreprise. Vous savez qu'en entreprise, vous allez vous servir de 10% de votre savoir, ce que vous savez, les savoirs techniques, les connaissances. De toute façon, aujourd'hui, avec toutes les Internet, l'intelligence artificielle, le savoir, on va le chercher très facilement. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on le traite et comment on interagit. Ça, c'est vraiment important et c'est ça qu'il faut apprendre. Donc, peu importe, pas d'inquiétude. Vous pouvez choisir une voie, vous pouvez changer très facilement. Aujourd'hui, il y a l'histoire de la formation pour tous tout au long de la vie. Vous avez entendu parler de ça. Donc, il y a plein de dispositifs, et moi, je travaille aujourd'hui là-dedans, de financement pour pouvoir, à tout moment de votre vie, reprendre des études, vous reformer, etc. Alors, c'est sûr que si vous voulez être médecin, si à 40 ans, vous dites, tiens, je veux changer de voie, je veux être médecin, c'est un peu plus compliqué. Il y a des voies où, bon, mais il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut changer de secteur et d'activité, etc. Et ce qui est important aussi, la difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on connaît mal les métiers. Et souvent, je vois des jeunes et des moins jeunes qui ont une totale méconnaissance des métiers et qui ont un peu des préjugés ou des croyances en disant, effectivement, la grande distrie, je ne veux pas y aller, la restauration, je ne veux pas y aller. Donc, c'est des secteurs qui recrutent beaucoup. Alors, je comprends, les conditions de travail, voilà, on travaille beaucoup, etc. Et en même temps, nous, on a plein d'exemples de gens qui sont allés un peu à reculons, de jeunes gens qui sont allés un peu à reculons dans ces secteurs-là, dans ces métiers-là, et puis qui, tout d'un coup, qui découvrent qu'on leur fait confiance, on leur confie des responsabilités, il y a un travail d'équipe, et puis il y a des évolutions rapides, super intéressantes. On en retrouve quelques-uns, pas mal, qui quelques années après deviennent directeurs de magasin, ont des responsabilités et se sont complètement épanouis dans ce métier. Donc c'est important d'aller rencontrer des gens, de creuser et peut-être de temps en temps abaisser ses peurs et faire tomber ses préjugés. Voilà. Et ça c'est de part et d'autre. Hein. C'est-à-dire que vous êtes des jeunes, vous êtes sûrement en train de vous questionner sur votre avenir, mais pour les entreprises aussi, c'est intéressant. Je pense qu'il y a un vrai travail d'accompagnement aussi pour dire aux entreprises, il faut faire tomber les préjugés, voilà, aller voir la personne, son potentiel, et au-delà des apparences ou des croyances. Il y a un gros travail de fond à faire de leur côté, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je regarde un peu mes notes, j'avais plein de choses à vous dire, mais voilà, je crois que je vais terminer là-dessus, je crois qu'on est vraiment dans le timing. Ce que je voulais juste vous dire pour terminer, je reviens là-dessus, c'est encore une fois, faites-vous confiance. Il y a peut-être une dernière slide avec une petite citation que j'aime bien aussi, on va finir là-dessus. Parfois, on se laisse un petit peu embarquer dans ses peurs. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est travailler sur vos rêves. Voilà. Osez rêver, osez être vous-même, osez croire en vous. Vous êtes des gens formidables. On est tous des êtres uniques et merveilleux, avec un potentiel incroyable. Et parfois, il faut juste prendre le temps d'avoir un chemin pour révéler ce potentiel. Voilà. Et c'est ça qu'on essaye de faire, en tout cas, au quotidien. Et c'est ça que je vous souhaite, d'avoir un joli chemin qui sera le vôtre. Voilà. Et accrochez-vous à vos rêves. Merci beaucoup.